avec une table d'experts qui chacun va venir se présenter. Quand on a réfléchi, Eddy m'a sollicité pour dire quel sujet on pourrait évoquer. Je lui ai tout de suite parlé de la monétique parce que, en fait, on m'en parle à longueur de semaine, alors qu'objectivement, j'y connaissais rien, hein, il y a encore quelques temps. Et j'y connaissais rien parce que c'était un sujet purement technique jusqu'à présent, complètement masqué. Or, il s'avère que, appel d'offres après appel d'offres, on constate aujourd'hui que la monétique prend une part de plus en plus importante, non pas dans l'architecture technique, mais dans la prise de décision et dans l'efficacité ensuite des opérations. Parce que la monétique, elle est être à chaque seconde du cycle de vie de la billetterie. On va la retrouver à chaque paiement. On va retrouver ces contraintes en comptabilité et en régie des ventes. On a aujourd'hui des experts qui vont venir vous parler de leur métier. Rapidement, donc Marwan Tazi est expert monétique. Olivier Cave est l'expert monétique du Louvre. Et il a une mission auprès de tous les établissements publics pour parler de monétique, et il vous en parlera. Et Yann Tréhé est le patron d'une boîte qui s'appelle Extent, qui est une solution de service destinée au monde de la monétique. Et il vous en parlera, je ne sais pas du tout en parler. Il faudrait que je fasse un stage pour être son commercial, mais c'est pas tout de suite. Au-delà de la blague. Je vous ai dit, on a commencé, la prise de conscience, c'était la monétique, c'est un problème régulier, permanent. C'est un point de douleur, finalement. Et donc, j'aimerais que Olivier, peut-être, puisse nous parler de lui, son vécu au Louvre, avec deux points de vue, s'il te plaît, Olivier. Un premier point de vue qui est, quand on est responsable monétique du Louvre, qu'est-ce que ça veut dire? Et quels sont, toi, aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Tes problèmes principaux, les orientations que tu vois sur la monétique, principaux, hein, on va rester succinct. Et puis j'aimerais aussi que tu puisses donner quelques éléments d'orientation aux gens qui sont ici et qui nous regarderont, puisque c'est enregistré, sur comment on encadre la monétique dans le cadre d'un appel d'offres. Parce que, rappelez-vous, tout est forfaitisable ou presque, mais le nombre de transactions, il ne l'est pas. Par avance, on ne sait pas combien on va avoir de transactions. Et la monétique est très complexe à forfaitiser et à gérer dans les appels d'offres publics. Olivier, je te passe le micro. Sur ces deux sujets, t'invites les emmerdes. Et voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, moi j'ai 26 ans de musée du Louvre et 26 ans d'agence comptable. Donc c'est-à-dire que je représente le comptable public et je représente Bercy. Et pour toute la sphère publique, notre tutelle en termes de moyens de paiement, c'est la Direction générale des finances publiques, le Trésor public. Et on a une autre complexité, c'est qu'on a une obligation de dépôt de fonds au Trésor. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ouvrir de compte bancaire dans une banque type Société Générale, BNP ou Crédit Lyonnais. Donc ça veut dire que l'offre est extrêmement réduite. Aujourd'hui, donc moi j'ai démarré avec des noms... CKD, Moneyline, les serveurs, je les avais sous mon bureau, je les ai débranchés plus d'une fois. On me disait au secours, sous la pyramide, il n'y a plus de carte bancaire. Aujourd'hui, c'est plus le cas, donc je m'y suis mis parce que moi, à la base, je ne suis pas du tout dans ce métier-là. Et on se retrouve avec les directives de Bercy. Donc Bercy, c'est très réglementaire, ça tombe, mettez en place. Et de l'autre côté, on a les prestataires monétiques qui parlent dans leur jargon. Et à partir de là, nous, on est au milieu. Et on est la balle de ping-pong. Et j'ajoute un troisième acteur, l'éditeur de logiciels de billetterie, qui, lui, il fait plug and play, il branche le monéticien à son application, et à partir de là, c'est terminé. Donc aujourd'hui, la monétique a beaucoup évolué. Ça permet aussi pour les établissements ou les structures publiques d'avoir des ressources propres rapidement, puisque souvent les versements se font sous 48-72 heures. Il y a des coûts, bien évidemment. Et souvent, ce que les monéticiens, quand ils se présentent, ils nous vendent leur catalogue de moyens de paiement acceptés. On a développé un tel, un tel, un tel, un tel. Sauf qu'au final, est-ce que c'est vraiment notre besoin? Et c'est là qu'on s'aperçoit que dans les établissements, on ne connaît pas notre public, contrairement à ce qu'on pense. On connaît les nationalités, mais on ne sait pas ce que notre public a besoin. Et aujourd'hui, moi, le message que je fais passer,
au travers de mes collègues, c'est de leur dire un moyen de paiement peut être le déclencheur de l'achat et donc de la visite, et pas seulement l'exposition ou le nom. Je vais vous donner un petit exemple. En face du Louvre, au Louvre des Antiquaires, il y a la fondation Cartier qui finit ses travaux. Bon, ils vont être au top. Ils vont traverser la rue. Et comme je dis, alors ça, je vexe certaines personnes. Il y en a qui seront ringards et il y en a qui seront au top. Parce que nous, il y a tout le volet décisionnel, puisque dès que j'accepte un moyen de paiement hors CB, Visa, Mastercard, il faut que je demande une dérogation à Bercy. Et Bercy peut nous interdire des moyens de paiement, genre les GAFA. Donc tout ça, et de l'autre côté, donc Bercy d'un côté, et de l'autre côté, j'ai la direction générale du musée qui dit « Ah ouais, mais on veut développer notre public. On a le public chinois, américain, etc. » Si on prenait WeChat, Alipay, PayPal, etc., ah bah oui, il faut que je demande à Bercy d'abord comment on fait. Ah bah oui, mais Bercy, c'est pas encaisser les fonds. Donc il faut passer par des tiers. Donc il y a toute cette mécanique-là qu'il faut qu'on explique à la fois aux différents prestataires et qu'il faut qu'on explique en interne du musée. Et depuis donc 2 ans, 3 ans, donc avec toute cette expérience que j'ai pu acquérir pendant une vingtaine d'années, donc j'ai une mission maintenant d'expert monétique, moyens de paiement et fraude. Donc là, ce matin, j'ai failli pas venir parce que je suis en train de me bagarrer avec la première banque américaine qui a fait un signalement du Louvre, comme quoi on avait trop de fraude sur notre site internet, qui a fait un signalement de prêt de Visa. Donc ça veut dire qu'on rentre dans toute la procédure Visa d'être mise sous tutelle. Donc là, autant dire que c'est un peu punchy, mais on y arrive. Donc voilà la difficulté qu'on a. C'est une direction qui veut plein de choses, des prestataires qui ne se connaissent pas bien, et nous, derrière, on doit rédiger un cahier des charges. Et c'est arrivé à des collègues, cahier des charges infructueux, parce qu'il n'y a pas de répondant derrière. Donc la difficulté, elle est là. C'est différents acteurs, vocabulaire spécifique, méconnaissance, pas de formation. On reviendra plus précisément sur la partie cahier des charges peut-être plus tard. Mais là, tu as quand même évoqué un écosystème assez complexe avec une banque américaine qui déclare le Louvre, je ne sais pas quoi, suspicieux. Marwan, toi, expert monétique, tu peux peut-être éclairer là ce qui vient de se dire et donner un peu nous expliquer le schéma monétique et comment fonctionne la monétique. Encore une fois, l'idée, c'est que vous sortiez avec des grands principes en tête. Être expert, ça sera après-demain, mais là, on va attendre un petit peu. Je vais brancher l'écran. Ça va être beaucoup plus simple. Bonjour à tous. Effectivement, pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais, Olivier, les schémas monétiques sont des fois un peu complexes à comprendre. Qui plus est, quand il s'agit de business complètement différents. Là, aujourd'hui, concernant le musée du Louvre, on est vraiment dans la sphère publique. Donc, le schéma monétique est complètement différent par rapport à un business dit traditionnel. Pardon, je ne sais pas si vous m'entendez mieux comme ça. Donc, assez rapidement, pour vous donner un peu d'informations sur ce schéma, et voilà, on a un peu et plutôt résumé le parcours client assez classique d'un porteur de carte. Donc, on voit au point 0 la validation du panier par un porteur de carte. Donc, c'est un client classique. On voit qu'il a 2 possibilités. S'il est en magasin, c'est de payer en proximité avec un terminal de paiement. Là-dessus, sur le terminal de paiement, très classique, vous l'avez tous déjà fait, on compose notre numéro de notre code confidentiel, on valide, donc il y a une identification du porteur. Seconde option, je suis sur Internet, là-dessus je dois renseigner donc mes numéros de carte, valider et m'authentifier. Donc l'authentification, c'est soit le SMS, soit via votre open banking, votre banque en ligne, votre application bancaire. Là-dessus, assez rapidement, vous êtes dirigé sur une plateforme de paiement, donc, qui est toujours qui appartient en fait au marchand, qui va de suite, donc une fois que l'authentification a été faite, demander l'autorisation à votre banque acquéreuse, qui elle va vouloir discuter avec la banque émettrice, mais à travers un réseau de cartes. En France, on en connaît un, c'est CB. Mais les plus connus, forcément, sont Visa, Mastercard. Donc les échanges entre les 2 banques se font via les réseaux. Une fois que l'information arrive à la banque émettrice, celle-ci donc procède à une validation. La validation, c'est surtout se dire est-ce que le client est solvable, est-ce que la carte est volée ou pas.
Une fois que la décision a été prise, l'information revient à travers le réseau de cartes chez la banque acquéreuse. Et là, à ce moment-là, il y a une transmission de décision, oui, non, c'est validé. Il faut savoir qu'en fait, à chacune des étapes, effectivement, il y a des frais. Alors, quand on est en charge d'un club de sport ou d'un établissement culturel, dans un schéma comme ça, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut choisir. Qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qui nous est imposé? Dans la sphère publique, il faut savoir une chose, c'est qu'on ne peut pas choisir son acquéreur. Il nous est imposé, c'est le trésor public. Ça, c'est un premier point. Donc la seule L'établissement public, c'est le trésor public. Exactement. Donc, Sauf dérogation. sauf dérogation sur un certain type de moyens de paiement, et c'est des dérogations d'une année, voire des fois un peu plus. Mais Et je suis boîte privée, en revanche, je prends la banque. effectivement, en fait, vous prenez votre banque ou vous prenez un acteur qui fait du full service. Donc en fait, depuis la DSP2, donc les années 2010, vous avez des fintechs qui sont arrivés et qui proposent aujourd'hui non seulement de jouer le rôle d'opérateur de plateforme de paiement, mais également le rôle de banque. Donc c'est depuis l'arrivée 2010 des fintechs, Oui. sont arrivés plein d'acteurs innovants, de solutions monétiques récentes et qui viennent court-circuiter, simplifier, remettre en cause ce schéma, ou est-ce que c'est intemporel ce schéma? Ça a clairement évolué. En fait, l'Europe a permis aujourd'hui à des acteurs tierces de gérer une zone de chalandise qui était trustée uniquement par les banques. Donc, effectivement, en France, on a eu des acteurs très connus pour lesquels j'ai travaillé. Il y en a un qui s'appelait Rentably Web, le concurrent direct CIP. Mais effectivement, on en parlait, il y a des acteurs américains qui ont pénétré le marché et d'autres, des champions européens type Adyen, qui ont pu également truster assez rapidement le marché, mais surtout un marché, on va dire classique, du retail, et non pas un marché, un marché du secteur public. Là, dans l'audience, on a du public et du privé. Absolument. Il faut absolument parler des deux. Oui. On paye quoi et là-dedans? Peut-être on peut en parler. Oui, oui. Voilà. Alors, peut-être revenir sur juste le schéma d'avant. Oui. En fait, on paye quasiment dès le départ. Vous avez tous une carte, vous payez en fait la carte. Donc le porteur paye sa carte, il y a un abonnement mensuel que vous payez auprès de votre banque. Donc il y a un premier paiement, il est indolore quelque part, mais il existe. Puis vous avez un paiement en fait en fonction du device que vous allez utiliser. Si c'est en physique, déjà le terminal de paiement pour le marchand, il faut le payer. Soit il est acheté, soit il est loué. Ça, c'est un premier coût. De la même manière, la plateforme, donc le PSP, il y a un coût mensuel d'utilisation. Chacune des transactions également, il y a un coût qui est associé. Donc généralement, on appelle ça un coût d'acceptation. Il est de quelques centimes, généralement. Puis en fait, vous allez avoir une multitude de paiements qui arrivent. On va dire que maintenant, aujourd'hui, depuis quelques années, c'est un peu plus clair, puisqu'on parle d'interchange plus, voire interchange plus, mais précédemment, ça ne l'était pas, puisque effectivement, vous aviez un nombre incalculable de petites commissions qui faisaient qu'à la fin, le marchand payait des sommes astronomiques, mais il ne savait pas finalement ce qu'il payait. Donc grosso modo, pour vous le résumer, on va peut-être commencer par la fin, puisqu'on voit qu'il y a un coût d'interchange, c'est tout simplement le coût qu'il y a entre la banque, je me lève un petit peu pour vous le dire correctement, l'issuing bank avec les cartes scheme. En fait, ce qui se passe, c'est que en France, c'est plutôt normé, puisque vous avez entre 0,2 et 0,3% en fonction de la typologie de la carte, si c'est une carte à débit, une carte de crédit. Mais encore une fois, si on est dans un contexte franco-français, effectivement, on est entre 0,2 et 0,3% de la transaction totale. Voilà, il faut que les deux banques soient françaises. Non, généralement c'est hors taxe. C'est du hors taxe. En fait, vous arrivez, c'est de professionnel à professionnel, puisque effectivement aujourd'hui, un PSP c'est un professionnel, le marchand est un professionnel, donc là-dessus, en fait, vous avez la possibilité de le dire, mais vous le dites en préambule au PSP. Et donc le PSP est au courant, et donc à ce moment-là, vous est reversé en TTC et non en hors taxe. Donc là, c'est l'interchange, c'est le coût le plus important. C'est grosso modo la banque du porteur, ce qu'elle se rémunère. Puis effectivement, vous avez les cards scheme fee, qui sont aussi la rémunération du canal qui va l'utiliser. Parce que c'est CB, c'est Visa, Mastercard, et donc ils vont se rémunérer là-dessus. Et enfin, vous avez le markup, qui est la marge
purement de la plateforme de paiement SKS Rémunère. Donc généralement, quand vous allez demander une tarification, en tout cas dans le monde du retail, et vous allez avoir donc de l'interchange plus, et là-dessus, c'est sur le plus que vous allez savoir réellement quels sont vos coûts, combien ça vous coûte. Par contre, dans le monde de la sphère publique, c'est un peu différent. Vous avez les coûts liés à l'acceptation, donc ça c'est la plateforme. Par contre, ceux de l'acquisition, c'est ceux du trésor public. Là-dessus, c'est un peu plus complexe puisque ça évolue au fur et à mesure. Je laisserai, je pense, Olivier en parler beaucoup mieux que moi par la suite, mais c'est vrai que c'est particulier. Merci. Donc, multitude de coûts qui sont différents selon la nature de la carte et le pays du porteur de la carte, c'est ça? Quand on doit choisir cette architecture, il y a un certain nombre d'acteurs qui peuvent intervenir. Je vais passer la parole à Yann. Yann, tu peux nous expliquer ce que tu fais dans l'économie de la monétique, ouais. Et qu'est-ce que tu peux recommander ici à l'audience? Très bien. Bonjour à tous, donc Yann Trey, je suis directeur associé d'Extent. Ça fait 25 ans que je suis dans la monétique. Donc j'ai passé des étapes, et c'est important de vous le préciser pour comprendre un peu la logique sur comment je suis arrivé avec Extent à proposer ces services. Donc en fait, j'ai commencé avec les terminaux de paiement, l'intégration, même développement sur terminaux de paiement, sur Schlumberger. Alors certains s'en souviendront, mais les plus vieux d'entre nous. Ingenico évidemment, et cette intégration derrière, ça a été sur la France, l'Europe de l'Est, l'Afrique de l'Ouest. Puis d'un seul coup, je me suis intéressé à Moneyline. On en a entendu parler aussi avec Olivier. Moneyline qui, avec un serveur aussi, comme on disait, sous le bureau, qui permettait de faire de la vente à distance. Donc ça, c'était l'étape supérieure. Puis le web est arrivé. Tout ça a permis d'équiper pour moi le premier club, puisqu'on parle de sport et de culture. Premier club qui a été le Paris Saint-Germain, que j'ai pu équiper sur cette partie centralisée, monétique centralisée. Ce qui a fait que je suis rentré dans le monde de la billetterie. Et dans ce monde de billetterie, il y a des besoins, des clubs et des entités culturelles. Et ce besoin, en fait, je l'ai transcrit en service, donc autour de la monétique. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a du paiement, ça c'est important, le paiement est important, mais derrière, il y a tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire il y a le contrôle du paiement, donc ça veut dire qu'entre la commande et le paiement, il y a le fameux logiciel back-office billetterie qui vient créer cette commande. Il faut bien comparer et vérifier qu'il n'y a pas des écarts. Donc là-dessus, on a créé une solution. Et derrière, tout ça permet de justifier les données et de remonter comptablement de manière automatique les écritures de recettes encaissées et de trésorerie. Donc en fait, nous, chez Extent, on a imaginé plutôt le paiement avec le processus de bout en bout, permettant à la société, enfin aux clients, d'avoir une sérénité et surtout avec les commissaires aux comptes, d'avoir des justifications et avoir des données cohérentes entre votre système de billetterie et votre système de paiement. Et tu travailles avec n'importe quel PSP, monéticien? Alors, j'ai travaillé avec tous les PSP. Aujourd'hui, je suis concentré sur Monext, vraiment Payline sur la partie France, on va dire pour les petits moyens clients. Et après, là, aujourd'hui, depuis 1 an et demi, on s'est associé avec Adyen, donc on en parlait tout à l'heure, qui propose beaucoup plus de services. C'est un établissement de paiement et on peut proposer beaucoup plus de possibilités, sachant qu'on reste bien dans cette notion de dire je priorise la carte bancaire à Visa Mastercard, ça c'est important, qu'on choisisse n'importe quel PSP, toujours prioriser carte bancaire. Pourquoi ? Parce que avant tout, on est en France, et surtout le coût est moindre par rapport à Visa et Mastercard. Quand tu dis carte bancaire, tu parles des cartes bleues. Carte bleue, ouais. Le vieux mot. Le vieux mot, exactement. Oui. D'accord. Dans cette évolution permanente, on parle de plus en plus de souveraineté. Je voudrais qu'on parle un peu de souveraineté. On parle de Visa, Mastercard, on parlait de JP Morgan, boîte américaine. On connaît l'évolution géopolitique récente. Comment vous, aujourd'hui, vous envisagez ce sujet d'évolution de la souveraineté sur ce qui est essentiel, ce sont les encaissements et les paiements? Tu as le micro peut-être? Oui, je vais commencer. Et après, j'aimerais qu'on puisse parler un peu d'évolution sur les nouvelles solutions techniques. On parle de Wiro. Olivier, tu nous parles un peu de ce que tu vois venir là-dessus. Moi, d'une part déjà sur la partie vraiment souveraineté, parce que là, aujourd'hui on parle d'Apple Pay, on parle de Google Pay, tout ce qui n'est pas souverain.
Mais c'est vraiment ce que veulent aussi la billetterie, hein, ils veulent se connecter ça. Nous, aujourd'hui, on a, par exemple, pour se distinguer un peu de ça, alors c'est un peu hors carte bancaire, mais on est parti sur du prélèvement SEPA, par exemple, qui est européen, et où on vient faire des abonnements, que ce soit pour les clubs ou pour les théâtres, où on vient faire des abonnements de supporters ou de fans via ce processus. Donc, on vient dématérialiser, on vient enrôler de bout en bout, création de mandat SEPA automatique, etc. Ce qui va permettre aussi d'avoir cette alternative à la carte bancaire aujourd'hui. Donc voilà. Ce qui va être moins coûteux peut-être pour l'établissement ou pas? Ouais, alors les abonnements, comme c'est des échéances, c'est souvent, on est sur du une fois, mais jusqu'à 10 fois pour les clubs, par exemple. Donc évidemment, il y a un coût qui va être par échéance, mais effectivement, la finalité, c'est que le client final va être ravi de pouvoir couper son paiement en plusieurs fois et il va pouvoir venir dans les stades, contrairement à un paiement immédiat aujourd'hui. Souveraineté, Olivier, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, donc Olivier, beaucoup en rapport avec Bercy, avec un petit musée qui a d'avenir à Joconde. Qu'est-ce que ça veut dire que la souveraineté pour toi? Parce que l'essentiel de tes encaissements sont faits par des boîtes de banque. Alors oui, effectivement, au musée du Louvre, et comme d'autres collègues dans d'autres établissements, 80%, 90% du public qui vient au Louvre est étranger. Donc ça veut dire que ça passe par Visa et Mastercard. Néanmoins, par rapport à la DSP2 où on avait le choix de la marque, le choix chez nous, c'est le paramétrage par défaut, soit du terminal en caisse sur automate ou au web, c'est CB par défaut. Après, alors il faut s'en assurer. Après, le monéticien, il peut le faire par défaut ou pas, mais il vaut mieux s'en assurer. Comme beaucoup d'utilisateurs de cartes, on s'est tous changé la marque. Notre banquier nous a bien expliqué comment ça marchait, cette affaire. Sauf qu'il ne l'a pas expliqué. Il n'a même pas expliqué aux commerçants qu'il avait un intérêt à passer par CB et pas enrichir Visa et Mastercard. Alors après, la souveraineté, c'est regarder les moyens de paiement qui sont en train d'être mis en place au niveau européen. Donc il y a le virement instantané qui est gratuit. Donc là, Bercy travaille pas mal. Il y a l'euro numérique, sur lequel la Commission européenne et la Banque centrale européenne travaillent aussi. Alors là, l'objectif, c'est de rentrer en concurrence avec le Bitcoin, pour justement, parce que souvent les demandes, moi, au musée, on m'a déjà demandé, bon alors le Bitcoin, quand est-ce qu'on le prend, quoi? Voilà. Et pour finir aussi, il y a Wero qui est dans les starting blocks. Alors le problème de Wero, il y a déjà eu avant Wero, il y a eu un premier échec. Donc là, on espère que ça va marcher. Le problème, c'est que les banques européennes, il faut qu'elles se mettent d'accord. Et là, et là, les fintechs, ils n'attendent pas que les banques européennes se mettent d'accord. Ouais. Marwan, tu peux nous dire où on en est aujourd'hui, ce sujet de Wero, si jamais, est-ce que c'est un deuxième Alors, j'espère pas. Mais clairement, aujourd'hui, on va dire que ça a été lancé. Il y a beaucoup de buzz là derrière, ça fonctionne bien. On était sur 35 millions d'utilisateurs quand il y avait Paylib. Là, je crois qu'on doit être autour de 40-45 millions d'utilisateurs. C'est du virement instantané gratuit, absolument. Absolument. Donc là-dessus, on est en... on part en concert, il y en a un qui achète les billets, on rembourse chacun sa part. Absolument. Potentiellement, oui. C'est ça. Oui, ou tout simplement aujourd'hui la capacité de faire en fait soit du peer-to-peer, soit directement de faire un virement au marchand. Voilà. Donc là-dessus. Moi, je n'ai pas encore vu beaucoup. Oui. C'est très intéressant comme cas d'usage. Plutôt que d'utiliser ma carte Visa pour payer en ligne, payer par un virement instantané. Oui. Ce serait possible de le faire. Absolument. En fait, ça existe déjà depuis un certain nombre d'années. On a d'ailleurs en France un champion qui s'appelle Fintecture, qui le fait très bien, mais qui le fait dans un contexte assez particulier parce que quand il y a un panier moyen assez important, au lieu de donner un taux important en payant par carte, là, le virement coûte beaucoup moins cher. Et donc, il y a un intérêt. Sur un petit montant à 15 €, ça va. Oui. Mais dès qu'on monte dans les chiffres, la commission étant proportionnelle, Absolument. on laisse beaucoup d'argent. Et donc, le virement pourrait permettre de réduire. Donc, quand vous avez des
En fait, c'est sur deux rapports. C'est à la fois moins coûteux, mais des fois, ça ne l'est pas vraiment. Il faut d'abord bien négocier, forcément, comme toujours. Mais au-delà de ça, c'est que sur votre carte bancaire, vous avez un plafond. Donc, si vous êtes un professionnel, imaginons aujourd'hui, effectivement, vous êtes un professionnel et vous allez acheter du matériel pour le BTP, et ça plusieurs fois par semaine, le plafond des 2000 € sur votre carte bancaire, vous l'explosez assez rapidement. Donc, il faut impérativement proposer une alternative à la banque. Donc Wiro aujourd'hui travaille sur ce sujet de virement. Oui. Est-ce que Wiro demain pourra avoir un rôle plus étendu? Absolument. En fait, aujourd'hui, Wiro, ils prennent un petit peu le schéma d'un PSP asiatique, voilà, qui s'appelle Alipay, qui s'appelait, enfin Alipay, maintenant il s'appelle Alipay+, et qui essaie en fait d'adosser à son moyen de paiement tous les autres moyens de paiement européens. Typiquement, actuellement, il y a des discussions avec Bizum, avec d'autres acteurs européens. Nous, on a en France carte bleue, on Oui. l'a dans les autres pays. Absolument. C'est évident pour vous. Absolument. En fait, il y a véritablement, chaque pays a grosso modo son CB, donc son réseau de cartes ou de ce qui s'apparente à la carte. Et là-dessus, ce qui pourrait en tout cas arriver assez rapidement, c'est une interopérabilité entre Wiro et l'ensemble des moyens de paiement européens. Ce qui pourrait créer en fait une super app et donc donner à l'opportunité à tout un chacun de payer avec cette app. Donc clairement, refaire ce que les Asiatiques font avec Alipay+, qui ont enrôlé au-delà de l'Asie du Sud-Est un certain nombre de pays autour de cette app. Responsable billetterie d'un club de sport ou d'un théâtre. La monétique avant, j'avais la solution, la brique technologique fournie par mon éditeur de billetterie. Oui. Et maintenant, encore plus demain, je vais devoir faire mon marché et comprendre toutes les briques techniques qui vont venir derrière, les usages qui vont venir derrière. Absolument. En fait, pour reprendre un petit peu ce que disait tout à l'heure Olivier, aujourd'hui, avoir un seul prestataire de paiement, c'est un peu dangereux. Il faudrait à minima en avoir deux. Pourquoi? Parce que ça reste de l'informatique, il peut y avoir des bugs informatiques. Bon, voilà. Et au-delà de ça, c'est qu'on a une population qui est complètement différente sur Internet. Donc, plusieurs nationalités, plusieurs approches, plusieurs moyens de paiement là-dessus. Comme on peut le voir dans certains pays, entre parenthèses, un peu moins développés que la France. On voit par exemple la Turquie, ils ont un panel quand vous allez chez un marchand, il va vous sortir différents terminaux de paiement parce qu'il a un meilleur prix avec une banque pour Visa, un autre meilleur prix avec Mastercard avec une autre banque et ainsi de suite. Donc je pense que c'est sur ça qu'on est en train de se diriger aujourd'hui pour que chacun des marchands puisse avoir plusieurs solutions. Moi je me rappelle de l'époque où avec les marchés publics, on avait un BPU avec 3 lignes sur la monétique. Aujourd'hui toi, quand tu as un gros EP comme le Louvre, comment tu gères le marché public? Est-ce que c'est un contrat à part d'abord ou est-ce que c'est avec la billetterie? Alors justement, c'est déjà toute la première question à se poser, c'est est-ce que je mets la monétique en sous-traitance de mon éditeur de logiciel de billetterie ou est-ce que je fais deux marchés séparés? C'est un choix. Il y a du pour et du contre des deux côtés. Après, au niveau du BPU, alors là, effectivement, se pose une deuxième question. Est-ce que mon prestataire monétique va être un prestataire basique, c'est-à-dire qu'il gère juste le flux, ou est-ce qu'il va faire comme on en a cité un, et je vais en citer un autre, comme Stripe ou Adyen, qui vont encaisser les fonds pour notre compte? Moi j'ai beaucoup de clients qui me disent l'agent comptable ne veut pas d'Adyen parce que quand je vends pour 100 €, Adyen me reverse 98 et les comptes sont pas remplis. Alors effectivement, parce que derrière, ils sont banquiers, donc ils font un job de banquier, hein, bien évidemment, mais ils gèrent toutes les opérations, l'encaissement, les contestations, les remboursements. Et quand ils reversent chez le commerçant, c'est un montant global. Et là commence à se poser un problème pour les comptables et les régies, parce que souvent, enfin moi je suis dans une agence comptable, donc on a du monde, mais je pense à des collègues qui ont des régies de 2-3 personnes, ne peuvent pas passer des heures à tout dénouer. Là-dessus, toi Yann, la plateforme elle permet peut-être d'éclaircir le sujet pour certains. Oui, c'est ce qu'on a voulu résoudre, effectivement, Olivier a raison, avec Adyen. Donc Adyen, pour nous, c'est le noyau, c'est le moteur, c'est ce qui fait le paiement, évidemment, c'est la solution pour nous qu'on a sélectionnée. Mais effectivement, nous, on s'est positionné en tant qu'on accompagne le client, le club, l'entité culturelle. On les accompagne avec une solution où on a fait, nous, un prix, par exemple, on a fait un seul coût, un taux qui va intégrer l'interchange, qui va intégrer les coûts Adyen, les coûts de fonctionnement et tout. En plus, voilà, de tous nos services. Tu as pu le faire parce que tu as un rapport de force
Alors, on a signé un petit partenariat avec ADN qui nous a permis on va centraliser, on va avoir beaucoup de clubs et beaucoup d'entités culturelles qui vont arriver sur cette même plateforme. Donc évidemment, ça réduit les coûts et on peut proposer des coûts plus attractifs. D'accord. Est-ce que je repasse la parole à Olivier? Pardon, ping-pong. Moi, j'arrive demain avec ma carte américaine Visa émise par JP Morgan. Et le mec d'à côté, il a sa carte CB, carte bleue, Crédit Agricole. On achète le même billet. Et toi, comment tu fais la différence entre les deux? Alors, moi, je fais la différence sur le back-office du monéticien, puisque lui va me dire c'est Visa, Mastercard, j'aurai éventuellement l'IP porteur, l'IP pays, qui peuvent être différents, parce que ça peut être très bien un Américain qui a son compte en France, ou voilà, ou dernièrement, quand il y a eu les blocages russes, ils ont tous migré, ils ont tous transféré des comptes en Europe pour pouvoir continuer à utiliser Visa, Mastercard et autres. Et après, c'est le jeu des commissions, parce que le jeu des commissions chez CB, Visa, Mastercard, c'est déjà, est-ce qu'on est Europe, hors Europe? Est-ce qu'on est inférieur ou supérieur à 20 €? Il y a l'interchange. Donc, dans un BPU, voilà. Alors, si on reste avec un prestataire normal, qui ne fait pas l'encaissement, le BPU est relativement simple. Si on passe avec un prestataire du type ADN Stripe, là, il faut faire une ligne par carte acceptée. Donc ça veut dire qu'au bout d'un an de marché, il faut faire la révision de prix pour chaque ligne. Donc là, les services de la commande publique, ils sont contents. Le comptable, il est content parce qu'il ne comprend pas. Décembre, il a un prix. Janvier, il en a un autre. Plus entre-temps, les augmentations des prestataires. Donc moi, je retiens que ces solutions innovantes sont très intéressantes aujourd'hui et compliquées à gérer pour un établissement public. Est-ce que tu penses que malgré tout, les établissements publics vont devoir y aller? Alors, déjà, pour pouvoir accepter ce type de prestataire, il faut demander une dérogation à Bercy. Première étape. Ils peuvent nous refuser la dérogation qui, s'ils l'accordent, c'est 3 ans. Au bout de 3 ans, voilà. Bon. Mais la difficulté qu'a Bercy, c'est qu'en offre, par exemple, si je veux accepter American Express, Bercy ne le propose pas dans son offre bancaire. Donc je prends mon bâton de pèlerin et je vais aller négocier avec American Express. Mais les collègues, par exemple, du Quai Branly, s'ils veulent l'accepter, faut qu'ils prennent aussi leur bâton de pèlerin. Oui, c'est pas mutualisé. C'est pas mutualisé, donc ça. Quand tu es le Louvre, tu es plus gros, c'est peut-être un meilleur rapport de force. Et si tu prends un petit établissement public, lui, Il y va même pas. il y va même pas. Moi, le Louvre, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai pas besoin de négocier, j'ai pas besoin d'aller chercher, ils tapent déjà à ma porte. Voilà. C'est pas bien ce que je dis. Ou alors, quand ils essaient de m'expliquer qu'ils vont développer mon public, je leur dis, moi, mon produit d'appel, c'est Mona Lisa. Ce qui casse, alors pour les écoles de commerce, c'est un bon cas d'étude, parce que je casse le business des commerciaux. Mais voilà, donc la difficulté, elle est là, c'est que ces prestataires type ADN, Stripe ont une offre intéressante de cartes en fonction du public, et il n'y a pas besoin de se poser des questions. De l'autre côté, voilà, donc tout ça, il faut se poser toutes ces questions-là au préalable avant de rédiger le cahier des charges, parce que le risque, si on ne se pose pas toutes ces questions-là, cahier des charges infructueux, et on remet 1 € dans le distributeur pour repartir. Et tout le monde a perdu son temps. On arrive au bout de la séance. Est-ce qu'il y a des questions peut-être qu'on peut prendre? Une ou deux qu'on peut prendre? Oui, s'il te plaît. Présente-toi rapidement. Déjà, Wiro, vous écrivez ça comment? Wiro. W-E-R-O. Et si j'ai bien compris le système, si un jour je veux payer par Wiro, je dois donner mon RIB. Pas forcément, en fait. Vous l'avez normalement directement sur... Pardon. En fait, si vous ouvrez votre application bancaire, vous devriez l'avoir. Voilà, tout simplement. En fait, en France, elle a remplacé Paylib. Je ne sais pas si vous l'aviez utilisé précédemment, mais voilà, c'est son remplaçant. Alors, encore une fois, malheureusement, il faut rentrer un peu plus dans le vif du sujet pour voir de quel prestataire il s'agit et comment il travaille, parce que chaque prestataire travaille différemment. Mais aujourd'hui, on va dire que
l'authentification, c'est rentré dans les mœurs. Effectivement, avant, on avait une problématique qui était j'ai mon téléphone portable, je reçois le code ou je ne le reçois pas, est-ce que j'ai un problème de réseau ou pas. Aujourd'hui, vous avez la possibilité juste de valider et de vous authentifier à travers votre application bancaire. Donc normalement, en tout cas, les problématiques liées à l'authentification forte ont évolué, mais plutôt positivement pour le marchand et pour le porteur de la carte. Après, on pourra en rediscuter sur... on donnera... Ah oui, il y en a en fait, ça existe. Alors j'ai vécu les deux. C'est-à-dire que j'ai vécu quand j'ai démarré en 2003, il y avait un contrat éditeur de logiciels de billetterie, un contrat monétique. Et au milieu, le Louvre était la balle de ping-pong. Quand il y avait un bug, le monéticien dit « c'est pas moi, c'est l'éditeur de logiciels de billetterie » et l'éditeur de logiciels de billetterie « c'est pas moi, c'est le monéticien ». Et au milieu, on n'y connaissait rien. Au côté Louvre, pour nous, on n'y connaissait rien. On avait même fait appel à l'époque à une société, je crois, qui n'existe plus, Cartes et Services, après on a pris la succession avec Signalcom, et c'est là où on a démarré à comprendre la mécanique. Donc aujourd'hui, les deux solutions sont bonnes, sauf qu'il faut peser les avantages et les inconvénients et savoir en interne de la structure privée ou publique, est-ce qu'il y a la ressource pour suivre ces contrats et pour pouvoir challenger les deux prestataires et leur taper dessus. Merci Olivier. 2 jours de forum pour continuer la discussion. Merci à tous.